Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire criminelle qui date depuis plus de 30 ans, l'affaire de Jean-Louis Turquin qui était vétérinaire de Nice et qui en 1991 a tué son petit garçon de 7 ans. Mais pourquoi diable? Eh bien pour pouvoir reconquérir sa femme, mais depuis il a été assassiné. C'est une histoire invraisemblable et pourtant elle est bien réelle. Voici comment le Veto raconte sa matinée du 21 mars 1991. Elle commence du moment où il se réveille normalement vers 7h15 dans sa grande maison de Guéraud. Il raconte que la veille, il s'est endormi dans la même chambre que son fils et lui, et dit que lorsque le matin il s'est réveillé, le gamin avait disparu, volatilisé comme un claquement de doigts. Il dit qu'il a fait le tour de sa maison, qu'il est allé dans le jardin et même chez les grands-parents qui habitent à quelques mètres de chez lui. C'est ainsi que Charles-Édouard a disparu. Il raconte également que le plus inquiétant, c'est que toutes ces affaires sont là du petit garçon. Il a tout de suite appelé la police dès le matin de sa soi-disant disparition. Alors quand les gendarmes sont dépêchés sur cette affaire, ils n'ont aucune piste, rien de concret. Peut-être un rôdeur, peut-être une fugue, impossible selon le père. Il n'y a cependant aucune trace d'effraction, rien. Ça ne donne rien. Les gendarmes font une enquête de voisinage, comme toujours. Ça ne donne rien non plus. Il y a bien une piste, une seule piste, les parents. Les gendarmes apprennent qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les parents du garçon. Ils sont carrément en instance de divorce. Le juge avait d'ailleurs ordonné que ce soir, le père, Jean-Louis, qui est la garde, alors peut-être que le gamin aurait pu être victime d'un règlement de compte entre son père et sa mère. Pour ce début d'enquête, c'est une hypothèse ardeuse, mais pour l'instant, c'est la seule piste, rien d'autre. Donc, soit le père, ou soit c'est la mère. Mais la mère qui a un alibi en béton, elle était chez des amis toute la soirée, elle a dormi là-bas même. Les amis en question habitent à plus de 10 km de Nice et ils confirment, c'est dire. Donc les gendarmes se disent que c'est peut-être le père alors. D'autant plus qu'il est louche le père, il est calme alors que son fils a disparu, c'est étrange, il n'a pas du tout l'attitude d'un père dont un fils a disparu, c'est ainsi que l'enquête se focalise sur le couple et plus précisément sur le père Jean-Louis. Alors d'où viennent ces deux-là qui s'aimaient mais qui subitement ne s'aiment plus du moment où les policiers soupçonnent le père, ils veulent forcément tout savoir sur le couple, ils se rencontrent au début des années 70 à l'école de vétérinaire des maisons Alfort en région parisienne. Jean-Louis est en 4e année et elle est en première année d'études. Et lui, déjà à l'époque, c'est un homme qui en impose très fortement. Il est très sûr de lui, très sérieux, très austère même. Bref, l'air déjà très adulte. D'autant plus qu'à 20 ans, il devient chauve, ce qui lui donne un petit coup de vieux. Alors que Michel, elle, c'est tout l'inverse. C'est une gamine, une petite brune ravissante, très timide. Elle était totalement subjuguée par lui à cette époque-là. Quelques années plus tard, nous sommes en 1975 et ils se marient et ils font un bien drôle de choix pour un jeune couple qui vient à peine de se marier. Lui ouvre un cabinet de veto à Nice tandis qu'elle, Michel, ouvre un autre cabinet de vétérinaire mais à Paris. Étrange, bizarre pour un jeune couple qui débute leur vie ensemble. 950 km les séparent et ça dure ainsi pendant 6 ans tout de même. Et puis finalement en 1981, Michel décide de rejoindre Jean-Louis à Nice et au passage sa clinique vétérinaire, ce qui double son activité. Autant dire que financièrement tout va pour le mieux, ce qui permet à Jean-Louis de flamber car c'est un grand flambeur, il est comme ça. Je vous explique. Il commence par acheter une villa avec une piscine, 1,5 million d'euros tout de même, et dans la foulée il achète une Rolls, puis après les restaurants étoilés, les croisières, les palaces, la vie de roi finalement. Même si, et tous les proches l'affirment, le couple va mal déjà à l'époque.
jour, Michel tombe enceinte, mais elle n'en voulait pas, disait-elle. Un de ses proches raconte que le jour où elle annonce sa grossesse, elle dit qu'elle a un cancer qui lui pousse dans le bide. Mais lui, Jean-Louis, il est aux anges, il est heureux, il en rêvait depuis toujours. À cette époque-là, Michel avait des amants, elle des couches certains soirs. C'est ainsi qu'en 1982, le petit Charles-Édouard naît dans un contexte familial assez tendu. Elle le rejette car rappelez-vous, je vous ai dit qu'elle ne voulait pas de gamin et qu'elle se disait qu'elle avait un cancer. L'enfant passe la plupart du temps chez ses grands-parents paternels et le couple se déchire un peu plus. Heureusement, la maison est grande, alors ils vivent chacun de leur côté. Le petit garçon qui a disparu a donc grandi dans une atmosphère familiale vraiment peu commun, voire même étrange, à couper le souffle. Très rapidement, les parents ne se croisent plus, ne prennent même plus leur petit déjeuner ensemble, ils s'évitent. Ils ont deux vies complètement parallèles. Le petit garçon est au milieu. Alors, après, on s'étonnera qu'il soit timide, réservé et mélancolique. En 1988, on notera une tentative de reconstruction du couple, mais c'est un échec total. Et un jour de 1991, après une énième dispute, c'est la séparation assurée. Et Michel serait même parti se réfugier chez des amis et elle engage une procédure de divorce dans la foulée, mais Jean-Louis refuse catégoriquement. Il lui envoie même des lettres dans lesquelles il la supplie de tout arrêter, de revenir auprès de lui, mais elle refuse, elle ne veut plus de lui ni d'entendre parler de lui. Et un rendez-vous de conciliation de divorce est fixé au 4 avril 1991 et le petit garçon disparaît 15 jours avant cette date. Étrange coïncidence, vous comprenez mieux maintenant pourquoi les gendarmes dès le début se sont dit que la clé de la disparition du petit garçon était dans le couple qui se déchirait depuis des mois sous les yeux donc du petit garçon. Et quand les gendarmes demandent à Michel ce qu'elle pense de la disparition de son fils, Charles-Édouard, elle leur dit d'entrée franc jeu que c'est Jean-Louis qui a fait le coup et elle en mettrait sa main à couper. Elle en est certaine. Elle dit aussi qu'il n'a pas seulement fait disparaître l'enfant, il l'a également tué selon ses dires. C'est une accusation extrêmement grave, très grave. Elle balance aux flics qu'elle a la preuve de ses accusations envers son mari car ils auraient eu une discussion ensemble et il lui aurait même avoué l'avoir tué. Mais ce n'est pas ça la preuve. Il n'y a rien, pas d'enregistrement, pas de lettres, rien. C'est sa parole contre celle de Jean-Louis et donc de la police. Et les gendarmes demandent à Michel si elle accepterait de coopérer pour faire tomber son mari. Elle serait équipée d'un magnétophone à cassette caché dans son sac à main. Elle accepte sans hésiter. C'est ainsi que ce soir-là, elle glisse le matériel dans son sac à main et invite Jean-Louis au restaurant. Mais il ne lui dit rien de compromettant. Alors elle lui fixe un second rendez-vous, mais cette fois-ci directement à la clinique vétérinaire et ça marche. Il m'a dit la première fois qu'il l'avait tué. Ensuite, il m'a dit comment. Quand il me l'a avoué, je l'ai cru. Je le crois. Il en parlait avec beaucoup de détachement, comme si c'était quelque chose de passé, à oublier. Comme il disait, il faut fermer la parenthèse. C'est le passé, Charles-Édouard, c'est le passé. Après ça, il est interrogé par les gendarmes et placé en garde à vue et ils lui font écouter ce fameux enregistrement et il dit qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux et que c'était qu'un jeu qu'il a raconté tout ça parce que c'est ce qu'elle voulait entendre, c'était pour la reconquérir qu'il lui a dit tout ça dans un enregistrement. Il dit ne pas avoir pris de couteau mais de l'avoir étranglé pour pas qu'il n'y ait de sang partout et qu'il l'a enterré près d'un arbre dans les hauteurs de Nice. Après sa garde à vue, il est inculpé pour assassinat, puis écroué. À peine arrivé en tôle, il entame une grève de la faim. Il reste 9 mois en prison et le juge décide de le laisser sortir en février 92. Il est libre, mais toujours inculpé pour l'assassinat de son fils. Le 4 juin 92, coup de théâtre, le journal France Soir publie une information retentissante. Premièrement, Jean-Louis Turquin n'est pas le père du petit garçon et deuxièmement, il le savait avant même sa disparition car il avait fait un test de paternité. C'est une grande révélation parce que jusque-là, on se demandait pourquoi il l'aurait tué exactement, pour quelle raison. Mais là maintenant, on a un mobile. Il a tué le gamin parce que ce n'était pas son fils, parce qu'il a découvert qu'il était cocu depuis quelques années.
2 années s'écoulent, la presse se désintéresse complètement de cette affaire. L'enquête ne révèle rien de nouveau. Un procès est prévu en mars 1994, mais il est reporté car l'affaire connaît encore une fois un nouveau rebondissement. Charles-Édouard serait toujours vivant. Le rapport d'un détective privé engagé par le père a pour le moins semé le doute dans l'esprit de la justice. En effet, ce détective a pris l'été dernier Madame Turquin en filature, l'a suivie de Nice à Orly, d'Orly en Israël, où elle s'était inscrite pour un mois à l'université, et jusque dans un kibbutz au sud de Tel Aviv. Là, il a retrouvé 2 témoins qui pourraient bien faire rebondir l'enquête. Ces 2 personnes affirment avoir vu Michel Turquin ce jour-là en compagnie d'un enfant. Ils l'ont reconnu sur des photos. Cet enfant serait Charles-Édouard, âgé aujourd'hui de 11 ans. Un 3e témoin, une institutrice, se souviendrait même l'avoir eu quelques semaines dans sa classe. Mais rien de concret, pas de preuves. Le coup de théâtre s'envole pour toujours. Jean-Louis Turquin sera donc jugé pour l'assassinat de son fils. Son procès est prévu pour mars 1997. Le jour du premier jour du procès, le président diffuse la cassette des aveux. Lorsqu'il est interrogé dans la foulée, il patauge, il s'en mêle les pinceaux. Il ne répond pas clairement aux questions posées par le tribunal. Il raconte qu'il est incapable d'avoir tué son fils. Au 4e jour du procès, le juge ordonne un transfert sur les lieux, ce qui est assez rare lors des procès. Pendant 3 quarts d'heure, le juré déambule dans la propriété et Jean-Louis Turquin fait la visite de sa maison. Et là, surprise, parce que lorsqu'il décrivait la scène, lui et son fils dormant dans la même chambre, on imaginait que les lits étaient séparés de plusieurs mètres. Mais là, non, pas du tout. Ils sont quasiment collés. Le gamin n'a pas pu se lever sans réveiller son père. Et ce n'est pas du tout possible puisque la porte de la chambre, elle est massive. Elle grince quand on l'ouvre et le loquet fait de bruit également. On a de plus en plus de mal à croire que le père ne se serait pas réveillé. Et la porte d'entrée a un gros verrou et dur à manipuler. Un garçon de 7 ans n'aurait pas pu l'ouvrir tout seul. C'est catégoriquement impossible. Alors donc, retour au palais de justice pour la dernière ligne droite du procès. Après une longue plaidoirie, l'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jean-Louis Turquin. Mais il fait son caliméro, il sort de sa coquille, il jure qu'il ne l'a pas tué et qu'il le cherche depuis ces 6 années. Finalement, Jean-Louis Turquin est condamné à 20 ans de réclusion criminelle et il part en prison pour un long moment. Pendant 2 ans, l'affaire s'efface petit à petit de l'actualité, mais en juillet 1999, un 3e rebondissement, un nouveau coup de théâtre. Un journaliste et un détective privé affirment que le petit garçon est vivant. Ils l'ont retrouvé à Israël. L'avocat du père s'en délecte déjà. C'est un adolescent qui a le même âge, environ 16 ans, qui est en Israël depuis 8 ans, c'est-à-dire l'époque de la disparition de Charles-Édouard. C'est un garçon qui n'a aucune filiation officielle en Israël, qui se trouve dans une yeshiva à Tibériade, c'est-à-dire dans une école rabbinique. C'est Charles-Édouard Turquin. Cet adolescent parle couramment hébreu, mais manifestement, et ça c'est le religieux qui le précise, il a, dit-il, un comportement, peut-être d'accent européen. Les hommes ne s'appuient que sur des dires, mais pas de preuves. Les gendarmes décident d'emmener sur place un commandant de police, donc à Israël. Arrivé là-bas, ils se rendent bien compte que le gamin ne décroche pas un mot de français. Il a été adopté à sa naissance. Conclusion, ce n'est pas le Charles-Édouard Turquin que l'on recherche. Il n'y a pas de révision ni de nouveau procès, mais il y aura d'autres rebondissements. Par exemple, en 2003, un détenu du centre pénitentiaire de Toul écrit au procureur de la République. Il lui dit qu'un autre détenu lui a dit qu'il avait réussi à mettre un bourgeois en tôle pour perpète. Le détenu raconte qu'il avait écrasé l'enfant accidentellement alors que l'enfant se trouvait en pyjama en plein milieu de la nuit et qu'il s'était débarrassé du corps de l'enfant. Mais il refuse de donner le nom du détenu lorsqu'on lui demande. Il veut qu'on le libère. Il est finalement condamné à 12 mois de prison, soit 1 an, pour refus de fournir un témoignage susceptible d'innocenter un condamné.
En mars 2006, en raison d'un comportement irréprochable en prison, Jean-Louis Turquin est libéré sous le régime de la liberté conditionnelle. Il a aujourd'hui 56 ans et une femme l'attend devant la maison d'arrêt. Ce n'est pas son ex-femme, elle s'appelle Nadine, elle a découvert son histoire à la télévision. Elle lui a écrit et est allée le voir toutes les semaines en prison, au parloir. Bref, elle est tombée folle amoureuse de lui. Ils se sont mariés, même en prison. Elle est la nouvelle Madame Turquin. Les deux amoureux s'installent dans une petite maison en Provence. Et l'année suivante, nouveau rebondissement encore une fois dans l'affaire. Sur la montagne d'Uranus près de Nice, on retrouve un petit crâne d'enfant. Lorsque tombent les résultats 4 mois plus tard, les analyses génétiques révèlent que ce n'est pas le crâne de Charles-Édouard. Mais ce n'est pas fini car il y a un ultime rebondissement dans l'affaire et celui-là, c'est un vrai rebondissement. Nous sommes le 7 janvier 2017. Jean-Louis Turquin est retrouvé mort chez lui. Il a été assassiné. On lui a tiré une balle dans le dos pile entre les deux omoplates avec un 9 mm. On ne retrouvera aucune trace d'effraction, c'est sa femme qui a découvert son corps. Les gendarmes font le prélèvement sur les mains de Nadine et la grosse surprise. Lorsqu'on lui fait des analyses, elle a de la poudre sur les mains et on retrouve son ADN sur des débris de glace près du cadavre. On apprend que le couple était au bord de la séparation, encore une fois. Le 2 avril 2017, Nadine est mise en examen pour le meurtre de son mari. Elle est écrouée et pourtant, elle a un alibi solide. Elle était chez des amis et ses amis le confirment. 3 mois passent et son avocat obtient sa remise en liberté et dans la foulée, il obtient la levée de sa mise en examen car après expertise, il est tout à fait possible que lorsqu'on touche le corps de son mari, elle a très bien pu avoir de la poudre sur les mains. Et finalement, le 26 mai 2020, le juge rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Nadine Turquin est innocente, mais qui l'a tuée alors ? Eh bien, on ne le saura probablement jamais.